a déjà une première question pour vous, Louis. Quels sont les changements engendrés par la communication à distance? Alors, les changements, on les a vus, je les ai balayés très, très rapidement, mais c'est essentiellement la dimension, l'unité de lieu, l'unité de temps, qui sont véritablement les points les plus importants. Lorsque l'on est à distance, on va se trouver dans un contexte de prise de parole qui peut être ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en temps réel face à nos apprenants ou à nos étudiants, ou est-ce que l'on est en temps différé, c'est-à-dire que les interactions ne sont plus en temps réel. Donc, ce qui change véritablement avec le distanciel, la pédagogie distancielle, c'est ces deux éléments, l'unité de lieu, l'unité de temps. D'accord, merci. Seconde question qui vous est posée, en quoi consiste le rôle des professionnels par rapport au changement profond des pratiques relationnelles? Alors, les pratiques relationnelles, alors moi je parlais du métier qui est le mien, de la transformation digitale, eh bien c'est d'accompagner les professionnels que sont les formateurs, les professeurs, toute la population qui est en charge, je dirais, du transfert du savoir, de les accompagner dans cette transformation. L'idée n'est pas de transposer, mais de se réinventer. Le travail que je fais depuis de nombreux mois maintenant, bien avant, je dirais, le confinement, avec des formateurs ou des formateurs de formateurs, c'est de les accompagner dans cette démarche qui consiste non pas à transposer leur formation présentielle en se précipitant sur une classe virtuelle ou sur Zoom, mais en les amenant à réinventer leur pédagogie, c'est-à-dire à reconstruire le ruban pédagogique de telle sorte qu'ils continuent à assurer cette dimension de la prise je dirais, d'engagement jusqu'à la dimension tutorat, cet accompagnement post-formation qui est l'engagement du formateur ou de l'instructeur au succès et à la réussite de son élève ou de son stagiaire. D'accord. Alors, troisième question, pardon. Alors, selon vous, quelles sont les pratiques qui pourraient aider les personnes à communiquer à distance sans aucun souci? Alors, les bonnes pratiques, c'est de tenir compte un petit peu de ces problématiques de l'unité de temps et l'unité de lieu. Lorsque l'on s'adresse à quelqu'un qui est à distance, qui n'est plus avec lequel on n'interagit plus directement de manière physique, eh bien, on doit s'assurer que cette présence du formateur ou cette présence du communicant, eh bien, elle doit se traduire par à la fois une dimension de légitimité, mais également une dimension d'engagement. S'il n'y a pas d'engagement de la part du formateur, s'il n'y a pas de légitimité dans sa démarche et dans la mise en place du processus qu'il propose à ses stagiaires ou à ses collaborateurs ou à ses étudiants, eh bien, ça ne fonctionnera pas. S'il ne prend pas la mesure de cette problématique, s'il ne crée pas suffisamment d'interaction en se mettant suffisamment en retrait, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Il faut véritablement qu'il prenne la mesure du fait qu'il n'est pas simplement un accompagnant, il est un tuteur, un mentor qui doit prendre une place différente de celle qu'il a quand il est en présentiel. Être présent sur un écran, ça n'a rien à voir avec le fait d'être présent en face à face. Mais l'absence n'est pas non plus antinomique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'est pas présent devant eux qu'il n'est pas, je dirais, physiquement et intellectuellement face à ses étudiants ou à ses stagiaires. C'est cette démarche-là sur laquelle on travaille avec cette population de formateurs ou d'enseignants. Merci beaucoup du coup pour vos réponses à toutes ces questions. Alors, on va vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. Alors si, nous avons une nouvelle question pour vous. Oui. Alors, que pensez-vous de l'idée que ces avancées technologiques dans nos moyens de communication pourraient finalement amener à une forme de standardisation de notre communication et de notre rapport à l'autre? Alors, ça, c'est une excellente question. C'est un sujet qui est régulièrement abordé à la fois au sein des organisations, mais également dans l'enseignement.
j'allais dire que la réponse, elle peut être un peu différente, mais de manière assez… je vais essayer de faire court. Aujourd'hui, dans les organisations, cette standardisation qui semble un peu décriée, je dirais, dans la formulation de votre question, eh bien, elle est synonyme de qualité. C'est-à-dire que je prends l'exemple, je dirais, d'un groupe, notamment de formateurs que j'accompagne aujourd'hui, qui sont dans le domaine du ferroviaire. Je les accompagne depuis maintenant 3 mois. Ils ne peuvent plus faire de formation présentielle, donc ils sont en train de transformer leur démarche en distanciel. C'est des formations qui font 4 à 5 jours. Et donc, c'est extrêmement engageant, je dirais, de la part du formateur, mais également de la part des stagiaires. Donc, cette dimension très particulière qu'on appelle standardisation, c'est une dimension qualité. C'est un gage à la fois pour les formateurs, mais pour les entreprises également qui les engagent, d'une qualité de formation. C'est à partir du moment où ce ruban pédagogique il a été structuré, où il est construit autour à la fois d'un processus qui intègre différents éléments de différentes modalités multimodales, différents objets pédagogiques qui vont de l'évaluation, des quiz, de mise en situation, des vidéos, de travail en groupe, de travail individuel, de travail collectif, ces sessions extrêmement structurées avec un travail préalable à la formation, un travail structuré et structurant pendant la formation, un tutorat et un accompagnement post-formation, eh bien, tout ça est un gage de qualité, cette espèce de standardisation, même si je n'aime pas beaucoup le mot standardisation, mais c'est vrai que cette dimension qualité qui se met en place par la mise en œuvre de pratiques communes qui sont des pratiques partagées, eh bien, ont une forte il y a une forte appétence de la part des clients parce qu'ils peuvent véritablement s'appuyer là-dessus. Les clients qui engagent aujourd'hui ces formateurs s'assurent et sont assurés que le travail, quel que soit le formateur, eh bien, le savoir qui est dispensé, la connaissance, la compétence, l'habileté professionnelle qui est proposée et qui est sanctionnée à l'arrivée de ces formations est la même. Dans l'enseignement supérieur, même dans l'enseignement secondaire, eh bien, la différence est un peu notable. On va parler de standardisation, on va parler d'uniformisation, et là, ça a un côté un peu péjoratif, puisque l'enseignant revendique souvent cette individualité, cette indépendance qui fait de lui une originalité, qui donne une certaine originalité à son contenu. Il a raison. À charge pour lui de se réinventer encore une fois et d'utiliser les outils pour ce qu'ils sont. Donc, faire de la géométrie avec un papier et un crayon, ça peut être très sympa. Et faire de la géométrie avec son téléphone portable en partageant ce résultat et en partageant son expérience, eh bien, c'est tout aussi structurant. Donc, il va falloir que là aussi, les pédagogues, entre guillemets, se réinventent et non pas transposent les ressources qu'ils avaient précédemment, ce qui n'empêche pas de revenir au papier-crayon, comme je le suggérais tout à l'heure.